On va explorer une autre approche ici qui est en sorte le contraire de l'échantillonnage stratifié, ce qu'on appelle l'échantillonnage par grappe. Pour vous donner une idée de pourquoi ça pourrait être intéressant de s'y prendre d'une autre façon, on va considérer la situation suivante. En pratique, pour aller recueillir des données d'échantillonnage, ça peut demander beaucoup de déplacements. Pensez-y de la façon suivante. Supposons que vous faites un échantillon aléatoire simple. Vous prélevez un échantillon aléatoire simple de Canadiens et de Canadiennes. On pourrait se trouver partout au pays. On en choisit, mettons, 150. Chaque Canadien et Canadienne a la même chance d'être sélectionné dans l'échantillon. Et il se pourrait qu'on ait des gens à Saint-Jean-Terre-Neuve, des gens à Victoria, des gens à Iqaluit, des gens à Winnipeg, des gens à Chelsea, des gens à Prince Albert. Et là, ça commence à faire beaucoup de déplacements si on doit aller chercher les données en personne. C'est évident que si on fait ça en ligne ou par entrevue, comme sur Zoom ou sur Teams, c'est peut-être moins problématique, mais il y a plusieurs enquêtes, plusieurs sondages où on doit aller chercher les observations directement. Pour se retrouver dans la localité de la personne, la location de la personne, pour avoir accès aux observations. Et là, ça fait énormément de déplacements. L'exemple que j'ai en tête, c'était une étude pour aller essayer de trouver des indicateurs de santé de la population du pays. Alors, on s'imagine un sondage où la population cible, ce sont tous les résidents du pays, puis les variables auxiliaires, puis les variables réponses, ce sont des indicateurs démographiques, l'âge, la taille, le poids, l'ethnie, le voisinage, et ainsi de suite, et des indicateurs de santé, la pression sanguine, le taux de cholestérol, le taux de mercure dans le sang, l'indice de masse corporelle, et ainsi de suite. Ce ne sont pas les genres de réponses, si vous voulez, on peut demander à la personne de nous dire c'est quoi sa pression sanguine. Il faut qu'on soit là puis qu'on la calcule avec elle ou avec eux. Alors, oui, on doit être là en personne pour faire ces trucs-là. Il y a des renseignements qui peuvent être fournis directement par les unités, mais comme je vous dis, dans plusieurs cas, on doit faire appel à des spécialistes de la santé, puis du matériel spécialisé pour mesurer ces choses-là. Si toutes les unités de notre échantillon étaient, par exemple, en provenance du Grand Toronto, peut-être des gens à Ajax, peut-être des gens à Oshawa, peut-être des gens à Mississauga, mais dans la région de Toronto, on pourrait s'imaginer, par exemple, de se construire une caravane qui contiendrait tout l'équipement requis pour faire les mesures de la santé. Puis on a nos experts qui vont venir faire les mesures. Et là, on s'imagine, à même Toronto, que, je sais pas moi, la caravane puis les experts passent 2 semaines par site. Et on choisirait des gens dans un voisinage de Toronto au hasard. On choisirait des voisinages de Toronto au hasard. Peut-être qu'on en choisit, je sais pas, une vingtaine ou 25. Et on choisit un certain nombre de personnes dans chaque voisinage pour venir faire les tests. Et là, tout ce qu'on aurait besoin de faire, une vingtaine de sites, ça serait trimballer la caravane chaque 2 semaines. Peut-être qu'on prend une semaine de congé entre les 2 semaines. Nos spécialistes, nos experts, présumément, ce sont des résidents de Toronto, ou pour cette année-là, ils pourraient aller rester ou demeurer à Toronto. Et puis, ça finirait par réduire énormément le coût de l'enquête. À chaque soir, les enquêteurs, les enquêteuses retourneraient à la maison. Puis le coût de déménagement du matériel, ça serait beaucoup également minimisé parce que tout ce que vous auriez à faire, c'est de trimballer la caravane d'un voisinage à l'autre, ou d'une région du Grand Toronto à l'autre. C'est plus simple, par exemple, que de choisir la même taille d'échantillon, même les mêmes individus dans l'échantillon, mais si on ne les regroupe pas par voisinage, par site d'études, et là, on va les chercher un par un. Et puis, on peut s'imaginer faire de l'aller-retour à chaque jour. Il y a beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. L'idée de choisir des sites au hasard parmi une base de sondage de sites, parmi une population de sites, de voisinage, de localités, et ensuite de choisir
un échantillon dans chaque site, ben, on finit par obtenir un échantillon aléatoire. Ça en assume bien sûr qu'à chaque phase du procédé, on fait des échantillonnages aléatoires. Et puis, ben, on gagne à avoir un échantillon qui est représentatif. Là, on perd rien en faisant ça, mais on gagne aussi en réduisant les coûts qui sont associés au déroulement de l'enquête, au déroulement du sondage. On n'a pas beaucoup de déménagements à faire, par exemple. Un truc comme ce que je viens de vous décrire, de façon grossière, ben, ça s'appelle une stratégie d'échantillonnage à plusieurs degrés. On n'est pas obligé de se restreindre au Grand Toronto. On pourrait faire quelque chose de semblable, par exemple, si on choisissait des municipalités à l'échelle du pays. Et là, on choisirait des voisinages à l'échelle de chaque municipalité, puis on choisirait des individus dans chaque voisinage. Fait qu'ici, ce serait un échantillonnage à 3 degrés. Il y aurait 3 niveaux. Mais c'est évident qu'on ne peut pas choisir trop de municipalités à l'échelle nationale parce qu'il faut quand même déménager toute notre caravane puis nos experts pour aller dans une municipalité. Puis il faut que ça vaille la peine. Il faut qu'il y ait assez d'individus dans chaque municipalité pour que cette approche-là vaille la peine. Il faut faire attention à comment on s'y prend. Un échantillon stratifié, c'est un échantillonnage à 2 degrés. L'échantillon du premier niveau, c'est un recensement. On choisit toutes les strates de la population. Puis l'échantillon du second niveau, c'est un échantillon aléatoire simple à même chaque strate. Fait qu'on se retrouve avec un échantillon total qui contient des observations, des unités dans chacune des strates. Si l'échantillon du premier niveau, c'est un échantillon aléatoire simple, puis que l'échantillon du deuxième niveau, c'est un recensement, dans ce cas-là, toutes les unités d'un groupe sont choisies, mais on ne choisit pas tous les groupes. Dans ce cas-là, on parle d'échantillonnage par grappe, puis c'est de cette manière-là que l'échantillonnage par grappe, c'est le contraire de l'échantillonnage stratifié. Stratifié, on fait un recensement des strates, puis un EAS dans chacune des strates, un échantillonnage par grappe. On commence par faire un EAS des grappes, ce qui finit par jouer le rôle des strates, et puis finalement un recensement dans chacune des grappes. En anglais, ça s'appelle cluster sampling. On va parler plus tard de l'échantillonnage à plusieurs degrés, par exemple, où on ferait un EAS au premier niveau, puis un EAS aussi au deuxième niveau. Alors, c'est à mi-chemin, si vous voulez, entre l'échantillonnage stratifié et l'échantillonnage par grappe.